Bonjour, et aujourd'hui c'est l'épisode numéro 51 de l'alchimie d'un roman, et donc le premier pas sur la longue route qui nous mènera ensemble jusqu'à l'épisode numéro 100. Et pour marquer ce nouveau départ, ce second souffle, j'ai choisi de m'attaquer à un gros morceau de la littérature, un auteur dont l'hermétisme intellectuel en a impressionné plus d'un, mais pas nous. Prix Nobel de littérature 1946, j'ai nommé Hermann Hesse et son jeu des perles de verre, roman énigmatique s'il en est. Alors ce n'est pas le moment de baisser les bras, penchons-nous sur la marmite, il y a du pain sur la planche. Il y a de l'eau, du style qui s'écoule, il y a de la terre, le milieu où le roman prend racine, il y a de l'air, la fiction qui nous élève, et bien sûr il y a du feu, le message qui brûle derrière les mots. Tout est dit, allons-y. Le jeu des perles de verre est un roman de plus de 600 pages qu'il va bien falloir vous résumer en 1 minute chrono, c'est la règle, on la respecte. Alors, go. Le jeu des perles de verre est, d'après son sous-titre, un essai de biographie du magister ludit Joseph Vallée. Ne cherchez pas sur Wikipédia, cet homme n'a pas existé. Mais le roman, malgré tout, raconte son histoire, sa légende. Tout cela se déroule dans un futur proche non identifié. Une société idéale débarrassée des guerres, où il existe une caste de savants qu'on appelle la Castalie, dévouée tout entière à une sorte de discipline artistique abstraite qui est à la fois une science, un art et presque une religion, le jeu des perles de verre. Et donc, on suit pendant 600 pages la carrière de cet homme, Joseph Vallée. Découvert enfant par un grand maître du jeu, il quitte son école pour devenir étudiant libre dans une école d'élite. Puis, après un épisode asiatique dans la forêt de bambou et une mission diplomatique auprès de l'église catholique, il devient magister ludit, maître du jeu lui-même et dépositaire de l'ordre. Entièrement dévoué à son ministère, il retrouve néanmoins un ami d'enfance, Plinio Designori, qui de son côté a vécu sa vie dans ce qu'ils appellent le siècle, c'est-à-dire le monde normal, où l'on a une famille, un travail et des préoccupations quotidiennes. Troublé par cette rencontre, Joseph Vallée démissionnera de ses fonctions pour retourner dans ce monde du siècle et se consacrer à l'enseignement de son art. Quel sujet bizarre, n'est-ce pas ? Quelle idée d'écrire une histoire pareille ? Et quelle idée aussi de la lire ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir, car on se dit bien que si ce Hermann Hesse a reçu le prix Nobel de littérature, c'est bien que son œuvre doit cacher des trésors qui dans un premier temps nous auront échappé. Alors, de quoi parle vraiment ce jeu des perles de verre ? Disons les choses comme elles sont, ce roman est la biographie fictive d'un homme qui n'a pas existé dans un pays qui n'existe pas, grand maître d'une discipline qui n'existe pas non plus. On sent bien que tout ça doit être très symbolique, mais symbolique de quoi ? Alors, au tout début du livre, Hermann Hesse consacre un chapitre justement à nous expliquer de quoi on parle. Très concrètement, il nous explique, dans son univers fictif, d'où vient le jeu des perles de verre et en quoi il consiste. Nous sommes en gros au XXIe siècle, un XXIe siècle fictif bien sûr, et après un siècle de guerre, l'humanité épuisée a plus ou moins retrouvé la paix et des intellectuels ont cherché à unifier les différentes connaissances humaines. Au début, ils commencent par la musique et créent un instrument particulier, une sorte de boulier avec des perles de verre, utilisé comme une abstraction de la composition musicale. Puis, ce boulier est théorisé, transformé en formule, puis en un langage abstrait qui, peu à peu, est utilisé pour décrire l'ensemble des sciences, des arts et même des religions. Tel article de foi essentiel, un passage de la Bible pouvait être exprimé et repris dans le jeu aussi facilement qu'un axiome de géométrie ou une mélodie de Mozart. Hermann Hesse résume cela par une phrase « On considère le jeu comme une sorte de langue mondiale des intellectuels ». C'est une fiction, bien sûr, mais ça correspond à un certain état d'esprit de l'époque de Hermann Hesse, au début du XXe siècle, où des mathématiciens philosophes comme Bertrand Russell et Gottlob Frege tentaient de la même manière d'unifier toutes les mathématiques à l'aide d'un langage formel. Tentative qui s'est échouée sur l'écueil du théorème de Gödel, comme le raconte admirablement l'excellente bande dessinée Logicomics que je vous recommande chaudement. Bref, le jeu des perles de verre est une utopie, c'est-à-dire un roman qui décrit une société qui n'existe pas, mais qui peut représenter un certain idéal, en l'occurrence un idéal intellectuel et philosophique d'un monde où toutes les connaissances humaines, musique, mathématiques, linguistique, architecture et que sais-je, seraient unifiées et confiées à une caste de savants désintéressés qui leur consacreraient leur vie. Un monde très hiérarchisé, avec d'un côté ce que Hermann Hesse appelle le siècle, c'est-à-dire la vie normale dont il parle peu mais qui ressemble comme deux gouttes d'eau à notre monde d'aujourd'hui, et puis de l'autre côté, la Castalie, une sorte de petit pays fermé, une enclave où vivent les sages, les joueurs du jeu des perles de verre, astreint à un ascétisme rigoureux, pas de femmes, pas d'argent, pas de propriété privée,
et des journées dédiées à l'étude, à la méditation et plus généralement à la conservation du savoir de toute l'humanité. Voilà. Mais assez rapidement, Hermann Hesse nous instille le doute et il nous amène à nous demander s'il s'agit bien d'une utopie ou si ça ne serait pas, au contraire, plutôt une dystopie, c'est-à-dire non pas un monde idéal, mais un cauchemar qu'il faudrait éviter. Et Hermann Hesse choisit d'écrire son roman comme une biographie, je dirais même plus une hagiographie du saint homme Joseph Vallée, dont la vie entière est censée répondre à la question « utopie ou dystopie, rêve ou cauchemar ?» Il faudra 600 pages pour avoir une réponse. Voilà, vous l'aurez compris, avec une telle forme et un tel sujet, Le Jeu des perles de verre est un roman à message. C'est même un roman philosophique qui s'attaque à un sujet compliqué et qui, comme tous les contes philosophiques, décrit un monde fictif dont le seul but est de simplifier le problème pour nous aider à mieux le comprendre. Le monde décrit dans ce roman est un monde symbolique. Voyons un peu ce qu'il symbolise. Alors au début, on part de la philosophie chinoise de Confucius. Hermann Hesse nous met clairement, et même un peu naïvement, sur la voie en nous racontant comment Joseph Vallée rend visite à un ermite chinois de la forêt des bambous, où il apprend la sagesse de Confucius, philosophie de l'ordre et de la hiérarchie où chacun est à sa place, et en particulier les lettrés, caste vertueuse et loyale, on reconnaît immédiatement les fondements de la Castalie elle-même. Et puis ensuite, une fois ces bases posées, la position de Joseph Vallée va lentement évoluer. En particulier, il va être troublé par ses entretiens avec son ami Plinio Designori, des entretiens qui prennent souvent la forme d'une lutte amicale. Vallée représente la Castalie et Plinio le siècle, c'est-à-dire le monde de la vie quotidienne et des gens normaux. Deux mondes radicalement opposés, mais pas adversaires. La vie contemplative contre la vie active, le yin et le yang, le jour et la nuit. Et Joseph Vallée ajoute « toutes deux ont raison ». Le jeu des perles de verre symbolise exactement cette séparation, puisque voilà comment il est décrit. Le mathématicien, le linguiste, le physicien, le pédagogue et tous les autres magistères travaillent dans des domaines qu'ils partagent avec le monde profane. Seul le jeu des perles de verre est notre invention personnelle, un genre de spiritualité spécifiquement castalienne. Autrement dit, toute la beauté de cet art du jeu des perles de verre réside dans le fait qu'il ne sert à rien. Le symbole de la séparation entre le monde de la connaissance intellectuelle et le monde de la vie normale, triviale et vulgaire. D'accord, mais ensuite vient l'épisode de la mission au monastère de Mariafell. Joseph Vallée y découvre le père Jacobus et à travers lui, il découvre la passion de l'histoire et il comprend que son fameux jeu des perles de verre n'est pas né de rien. Il est, je cite, un phénomène historique soumis aux contingences de son époque. Il n'est pas hors du temps comme le pensait Joseph Vallée, ce n'est pas un art éternel. Il a eu un début et il aura probablement une fin. En rentrant chez lui après sa mission au monastère, il se dit « Il déplaît de songer que comme toute chose, la Castalie et le jeu des perles de verre disparaîtront un jour. Et pourtant, il faut y penser. » À cela s'ajoutent ses discussions avec Plinio Designori, l'homme du monde vulgaire, un gars qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui lui fera comprendre comme les sages de Castalie glissent doucement sur la pente dangereuse de la suffisance, de l'orgueil de caste, de la fatuité et de l'ingratitude pour cette société qui les paie et les nourrit. Voilà les réflexions qui vont mener Joseph Vallée à la démission pour retourner dans le monde normal, retourner dans le siècle, c'est-à-dire étymologiquement reprendre le cours du temps et se consacrer à l'enseignement. Il dira à ce moment-là « J'ai faim de réalité, de tâches à accomplir et d'action ». Et si l'on prend un peu de recul, ce schéma, le cheminement de Joseph Vallée, c'est exactement la philosophie de Friedrich Nietzsche qui a passionné Hermann Hesse pendant toute sa vie et auquel il rend hommage dans ce dernier roman. Un schéma qui reprend le fameux « Ainsi parlait Zarathustra » où Nietzsche raconte comment un sage qui a passé 10 ans tout seul à méditer dans la montagne décide un jour de redescendre en ville pour vivre avec les hommes. Exactement le même choix que fera Joseph Vallée. Et pourquoi Vallée et Zarathustra prennent-ils cette décision ? Eh bien, c'est un problème de morale et d'éthique. Au départ, il y a Platon. Le principe de Platon, c'est qu'il existe des idées, c'est-à-dire des valeurs morales supérieures, des vérités supérieures, qui existeraient indépendamment des hommes. Un peu comme le jeu des perles de verre de la Castalie. Mais le problème que souligne Nietzsche, et que voit bien Joseph Vallée, c'est que du coup, cette philosophie sous-entend que le monde des gens normaux, notre vie quotidienne, est un monde d'apparence et d'illusion. Nos sens nous trompent, et contrairement aux belles idées éternelles, nous sommes éphémères.
Ensuite, les religions monothéistes ont renforcé cette philosophie en remplaçant l'idéal de Platon par le concept de paradis. Mais l'idée est la même, la vie normale est vulgaire, éphémère, la vérité avec un grand V est ailleurs, dans l'au-delà, un monde meilleur et hors d'atteinte au simple mortel. Et la philosophie de Nietzsche, c'est ce que va comprendre Joseph Vallée et qui va dicter sa décision finale. L'existence idéale, ce n'est ni la normalité vulgaire du siècle, ni la vérité supérieure de la Castalie. Et l'erreur majeure de ce monde utopique, c'est justement de croire qu'il existe une coupure entre les deux. La Castalie a besoin du siècle et le siècle a besoin de la Castalie. Et nous sautons alors d'un philosophe à l'autre pour terminer ce roman sur les traces de Siddhartha Gautama, ce sage indien que l'on appela l'éveillé, autrement dit le Bouddha. Hermann Hesse est très clair dans sa comparaison. Il parle de l'éveil de Joseph Vallée, de sa légende et de sa transcendance. Et comme Nietzsche et comme Siddhartha le Bouddha, Joseph Vallée comprend que les plaisirs des sens ne sont pas satisfaisants, mais que l'ascétisme, les privations et l'abstinence ne sont pas satisfaisants non plus. Ce qu'il faut rechercher et ce que recherchera désormais Joseph Vallée, c'est une voie moyenne basée sur la méditation et la recherche d'une expérience personnelle en tant que partie transitoire d'un processus cyclique, une histoire en mutation permanente. Et on pourrait s'arrêter là, c'est charmant, un peu mystique, et notre goût naturel pour les spiritualités orientales est parfaitement comblé. Ok. Mais moi j'ai remarqué qu'en général, quand un auteur reçoit le prix Nobel, c'est que souvent, au-delà de plein de sujets philosophiques passionnants, il nous parle aussi, simplement, de littérature. Alors, creusons un peu notre analyse. L'histoire de Joseph Vallée, Hermann Hesse l'appelle une légende, mais on peut aussi dire que c'est un mythe. Mieux, c'est un monomythe, tel qu'il a été théorisé par Joseph Campbell en 1949 dans son ouvrage « Le héros aux 1000 visages ». Le monomythe, c'est une structure de récits que l'on retrouve en filigrane de nombreuses histoires, depuis l'Odyssée d'Homère jusqu'à la Guerre des Étoiles de George Lucas. C'est un schéma en 12 étapes, mais qu'on peut grossièrement résumer en 5. Et moi, ce qui a surtout retenu mon attention, c'est que dans son jeu des perles de verre, Hermann Hesse a scrupuleusement tout respecté, sauf la dernière étape, qu'il a complètement oblitérée. Plaçons-nous à la toute fin de cette histoire. Joseph Vallée se trouve confronté à un choix, ce qu'on appelle la crise, rester en Castalie et honorer sa mission, ou bien retourner dans le siècle et vivre une vie ordinaire. Face à ce choix, le héros doit prendre une décision, c'est ce qu'on appelle le climax. Et la décision subtile de Joseph Vallée sera cette voie moyenne, chère aux bouddhistes, une sorte de ni l'un ni l'autre. Il choisit de perpétuer son art idéal, mais dans le monde ordinaire, en enseignant le jeu des perles de verre aux braves gens comme vous et moi. Et normalement, selon le schéma du monomythe, juste après ce choix, après le climax, on devrait assister à ce qu'on appelle la résolution, c'est-à-dire qu'on devrait voir les conséquences de ce choix. Or, Joseph Vallée meurt, et le roman s'arrête brutalement sans lui laisser le temps de quoi que ce soit. Bizarre, non ? Eh bien c'est là, je pense, tout le génie de Hermann Hesse. Hermann Hesse, évidemment, est très proche de son Joseph Vallée. On peut même dire que, réfléchissant sur sa vie, il a fait le même choix que lui. Selon les enseignements de Friedrich Nietzsche, il a décidé de vivre dans le siècle et d'inscrire son art, non pas dans un idéal inaccessible, mais dans la vie des gens. Et comment a-t-il fait cela ? En écrivant des romans. Et voilà comment le roman même qu'on est en train de lire constitue la fameuse résolution du monomythe qui nous manque. Et ce seul fait de lire cet enseignement philosophique de Hermann Hesse et de le comprendre à travers l'exemple de l'histoire légendaire de Joseph Vallée, eh bien cette simple lecture constitue la conséquence de son fameux choix, la voie moyenne, l'enseignement de son art. Depuis des générations, fait-il dire à Joseph Vallée, la création littéraire était à l'index et remplacée en partie par les sciences, en partie par le jeu des perles de verre. Et si la fameuse voie moyenne entre le siècle et la Castalie, entre le vulgaire et l'idéal, et si cette voie moyenne, c'était la littérature. Allez, c'est fini, c'était un peu long, mais on ne peut pas parler d'un Nobel de 600 pages en 5 minutes. Et voilà donc ouverte la longue voie vers la deuxième moitié du grand projet de l'alchimie d'un roman qui nous mènera de l'épisode 51 à l'épisode 100, je n'en doute pas. Et je ne vous cacherai pas que cette œuvre que j'ai choisie, le jeu des perles de verre, correspond exactement à mon objectif philosophique personnel, celui de ne pas vous asséner une vérité littéraire absolue, mais de vous montrer par l'exemple, le plus simplement possible, ma voie moyenne personnelle, ma façon à moi de lire des livres. Alors si vous êtes satisfait de mon travail et que vous voulez me faire plaisir, le meilleur moyen, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi venir me voir sur Facebook,
Voilà, tout est dit, et en attendant le prochain épisode, lisez des livres et portez-vous bien.